Salut les geeks! Aujourd'hui, une vidéo spéciale pour les fans de X-Men. Je vais vous présenter deux magazines édités par Fantagraphic Books, les X-Men Compagnons 1 et 2. Fantagraphic Books est une maison d'édition dont je vous avais parlé précédemment. Elle s'est fait connaître durant les années 80 et 90 pour avoir publié de nombreux livres et magazines remplis d'interviews et de dessins de créateurs de comics. Malheureusement, Fantagraphic a eu plus de bas que de hauts en termes de gestion budgétaire, et dans les années 2000, ils ont licencié les 3/4 de leur personnel et sont repartis de zéro. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont publié dans les années 80-90 ne peut pas être republié et est plus ou moins difficile à trouver, et est plus ou moins hors de prix. Ces deux magazines ont été publiés en 1982, juste après que John Byrne ait quitté les X-Men. Mon but n'est pas de traduire les 125 pages de chaque numéro, mais de vous livrer des anecdotes concernant chaque artiste durant son interview. On commence par le premier compagnon, recto et verso, Michael Golden au sommet de sa forme. Donc ici, vous avez le sommaire, Roy Thomas, Len Wein, Dave Cockrum, Chris Claremont. Il y a un avant-propos, puis Mutatis Mutandis, l'histoire des X-Men. Bon, c'est une intro que je vais passer rapidement. Ça permet au lecteur de se replacer dans le contexte, si le lecteur ne connaît pas les X-Men. Tout est en noir et blanc en fait. Interview de Roy Thomas. Roy Thomas a écrit les scripts de la première série des X-Men, des numéros 20 à 43, pendant lequel le professeur Xavier meurt, si on peut dire, puis du 55 au 66, avec Neil Adams et clôturant la première série. En 73-74, Thomas, durant un meeting avec Stanley et Al Lando, le président de la compagnie Cadence, raconte que Lando leur a dit que ce serait bien si Marvel avait une équipe internationale de super-héros. Lando à l'époque avait sa propre compagnie nommée Transworld, qui revendait les comics Marvel en dehors des USA. Il savait que Marvel avait 3 ou 4 pays où les comics se vendaient bien, et que si Marvel avait un super-héros local par pays, alors les ventes seraient faramineuses dans ces pays. Lando proposa cette idée sans contrainte d'aucune sorte, et Thomas proposa d'appliquer cette formule aux nouveaux X-Men. La série s'était bien vendue sous Kirby et Lee, et sous Thomas et Adams, donc il y avait un potentiel indéniable pour ressusciter les X-Men, si on peut dire. Thomas avait également l'idée d'appliquer la formule des débuts des 4 Fantastiques, à savoir des héros sans costume. Thomas avait également dans l'idée que Cyclope et Marvel Girl seraient aux commandes d'un gigantesque vaisseau invisible qui leur permettrait de se rendre de pays en pays pour y découvrir de nouveaux membres. Il y aurait une structure de 4 à 5 membres fixes, et le reste seraient des membres qui changeraient tout le temps. On passe maintenant à l'interview de Len Wein. Len Wein n'a créé que les plots des 2 premiers nouveaux X-Men, 95 et 96, qui ont été ensuite scriptés par Claremont. Mais il a également créé Wolverine avec Herb Trimpe pour... Ah oui, Herb Trimpe. Trimpe, c'est comme ça qu'on dit, hein. On ne dit pas Herb Trimpe. J'ai appris très récemment en fait. Donc Herb Trimpe. Donc il a également créé Wolverine avec Herb Trimpe pour un épisode de Hulk et le personnage de Nightcrawler Diablo avec Dave Cockrum. Len Wein a reçu comme mission de Roy Thomas, le rédacteur en chef de Marvel de l'époque, de créer un personnage appelé Wolverine pour combattre Hulk, et Len décida de créer un mutant adolescent avec des griffes sortant de ses gants. Pas de squelette en adamantium à l'époque. Il n'était un mutant qu'en termes de férocité et de sens animal, ses qualités de tracker et sa grande résistance à la douleur. Le but de Len Wein était de créer un personnage qui pouvait se faire démolir par Hulk et revenir à l'assaut. Wein avait créé Wolverine comme une créature sauvage, mais pas psychotique, comme Claremont et Byrne le transformeront par la suite. Pour Wein, ce qui fait de Wolverine un héros est sa capacité à contrôler sa nature sauvage, pas sa capacité à détruire. Wein voulait également garder Cyclope, afin de créer une passerelle entre les anciens et les nouveaux X-Men, et Cockrum avait une idée de design pour une nouvelle visière. Jean Grey était censée dès le début revenir en tant que membre du groupe, avec de nouveaux pouvoirs, parce que tout le monde pensait qu'elle faisait pitié et qu'elle devait être plus puissante.
Thunderbird était censé mourir dès le début, afin que les lecteurs se disent « c'est un vrai groupe, n'importe quoi peut arriver ». Car d'habitude, les membres d'un groupe de super-héros vivent pour l'éternité, et il ne leur arrive jamais rien de définitif. Len Wein créa tous les nouveaux X-Men en tant qu'adolescent, et il en veut beaucoup à Claremont de les avoir transformés en adultes. Pour lui, les X-Men étaient censés découvrir leur pouvoir et la vie en communauté. Colossus était censé être la star de la série. C'est pourquoi son costume utilise les couleurs primaires rouge, jaune et bleu, et qu'il est au centre de la plupart des couvertures originales. Len Wein dit que pour lui, Colossus était un paysan, quelqu'un de simple et de noble à la fois. Quand Claremont lui a donné un frère cosmonaute, Wein a voulu l'étrangler. Colossus ne pouvait plus être quelqu'un de simple. Le KGB aurait surveillé toute sa famille. Colossus n'aurait pas pu continuer à mener son existence dans la ferme. En vivant en Sibérie, au milieu des fermiers, personne ne lui prêtait attention. Mais avec un frère cosmonaute, il est impossible que le gouvernement russe le laisse tranquille. On passe maintenant à l'interview de Dave Cockrum. Roy Thomas et Dave Cockrum ont discuté plus ou moins 1 an avant la création des nouveaux X-Men du potentiel de quelques idées. Notamment de faire du groupe un groupe international qui habiterait sur l'île invisible qu'utilisait Magneto dans le X-Men numéro 6. Cockrum explique que Nightcrawler, Diablo, de chez Lug, à l'origine était un vrai démon. Mais quand Jack Kirby a sorti sa série sur le démon, Cockrum a abandonné cette idée pour ne pas être redondant. Quand Cockrum est devenu un pro et travaillait pour DC, il a proposé 4 nouveaux légionnaires pour la série Legion of Superheroes, et Nightcrawler était l'un d'eux. Mais l'éditeur de l'époque l'a refusé. Nightcrawler a arrêté d'utiliser son changeur d'image pour plusieurs raisons. 1. Il y a des lecteurs qui croyaient que c'était un de ses pouvoirs, pas que ça provenait d'un appareil. 2. L'époque était au changement et à l'acceptation des différences. Le côté bleu est beau et au diable ceux qui ne sont pas d'accord. Cockrum revient sur la mort de Thunderbird. Il explique qu'au départ, le nouveau groupe de X-Men devait passer un test qui consistait à sauver les anciens X-Men, mais ceux-ci n'auraient jamais été vraiment en danger. Le Hurleur et Feu du Soleil seraient recalés. Mais les dirigeants de Marvel se sont rendus compte que ce n'était pas juste qu'il n'y ait que des héros connus de recalés, et Thunderbird a été choisi pour être également recalé. Puis, tout le monde aimant le Hurleur, les dirigeants de Marvel ont décidé de le garder dans le groupe. Personne n'aimant Feu du Soleil, ils l'ont fait partir. Et donc, il restait Thunderbird. Ce personnage n'a jamais été vraiment développé. Rien de ce qu'il faisait ne le rendait unique. Il avait sale caractère comme Serval, était fort mais moins que Colossus, rapide mais moins que Nightcrawler. À la fin, le développer en tant que personnage représentait dépenser plus d'énergie que de le tuer. Et c'est pourquoi les dirigeants de Marvel ont décidé de se débarrasser rapidement de lui. Cockrum revient sur Jean Grey. Il ne l'aime pas car c'est une nouille, une Stan Lee girl. Stan Lee a créé tous ces personnages dans les années 60, ce qui veut dire que les femmes dans les comics sont des représentations des femmes dans la culture américaine des années 60. Des faiblardes qui sont jolies et qu'il faut sauver. L'attitude de Jim Shooter vis-à-vis de la gente féminine est largement identique à celle de Stan Lee. Cockrum aime les personnages féminins forts, car il n'y aurait aucune raison pour un groupe d'aller au combat si un 5e de ses membres devait être continuellement sauvé des griffes des méchants. Pour la petite histoire, Cockrum est un fan de Farrah Fawcett Major, et sa Jean Grey Phoenix est visuellement basée sur l'actrice. Sauf que celle-ci étant devenue une célébrité, Dave a dû faire éloigner le personnage des comics afin que les lecteurs ne se mettent pas à critiquer « Oh, ils ont copié Farrah Fawcett Major ». Cockrum se rappelle que l'une des premières idées concernant le premier Giant Size X-Men voulait que les nouveaux X-Men affrontent des dieux aztèques en Amérique du Sud. Sauf que ces dieux seraient en fait les anciens X-Men déguisés. Dave n'était pas un fan de cette idée, et c'est tant mieux pour les lecteurs. Cockrum explique aussi qu'il est parti au numéro 107 car il était fatigué de dessiner autant de personnages. Il y a 54 persos différents dans cet épisode. Et il avait besoin de se ressourcer. La série passait mensuelle, et après 2 ans à dessiner autant de personnages, il n'en pouvait plus. Donc il n'est pas parti parce qu'il était fâché ou quoi que ce soit. C'était juste vraiment pour se reposer. On passe maintenant à la première partie de l'interview de Chris Claremont. Chris a commencé comme garçon de course chez Marvel en 1969,
pour un travail d'été entre 2 semestres de fac. À ce moment-là, il a aidé Roy Thomas à trouver l'idée permettant à Cyclope de se débarrasser des sentinelles, en les envoyant dans le soleil pour y détruire la source des mutations. Roy l'a payé de main à la main pour son aide. Claremont revient sur Thunderbird. Si Claremont avait eu plus d'expérience, s'il avait su dans quelle direction il allait aller, il n'aurait pas tué Thunderbird. À l'époque, les épisodes 95 et 96 étaient le Giant Size X-Men numéro 2. Il est compréhensible que Len Wein n'ait pas eu le temps ni la volonté de développer le personnage de Thunderbird, et ait préféré choquer le lecteur avec sa mort. Mais Claremont aurait préféré lui casser la jambe en 15 morceaux afin de l'immobiliser et de lui laisser le temps de développer son personnage. Les épisodes 94 à 100 ont été créés dans une ambiance très libre, où l'éditeur n'intervenait quasiment pas, faisant confiance aux artistes, afin qu'ils puissent trouver leur propre voix, ce qui serait impossible de faire en 82 ou maintenant. Claremont explique ensuite un problème lié à la méthode Marvel, créant des problèmes pour le scénariste. Dans une scène fameuse, lorsque les X-Men sont dans la jungle de Khazar, Serval tue un garde. Le problème, c'est que Byrne n'a pas suivi les directives de Claremont, et n'a pas établi visuellement qu'il y avait des gardes volants avec des ptérodactyles au-dessus des héros. Cette menace explique pourquoi ce n'est ni Tornade ni Diablo qui peuvent se débarrasser du garde, mais bien Serval. Ensuite, le bruitage Snikt a été rajouté par l'éditeur Roger Stern. Claremont voulait laisser le choix de l'interprétation au lecteur. Serval tue le garde ou l'immobilise de façon très brutale, alors que le bruitage ne laisse aucune place au doute. Claremont revient sur la fin de l'épisode 137, la mort de Phoenix. Je ne vais pas revenir sur les détails qui sont déjà connus, allez donc voir la vidéo que j'y consacre plus tôt. Donc Claremont décide de proposer plusieurs options à sa nouvelle éditrice, Louise Jones, qui les accepte. Ce plot serait ensuite donné à Jim Shooter, qui le donnerait lui-même à John Byrne lors d'une convention à Miami. Le plot de Chris est comme ceci. On termine en page 28 ou 29 avec des gens sur le vaisseau disant « Majestrix, quelque chose se passe sur la planète ». La page suivante était censée s'ouvrir sur un plan de la Lune, vaisseau au premier plan, silhouette de l'oiseau phénix autour de la Lune. L'oiseau avec ses griffes sorties, ailes déployées, un faisceau d'énergie passant de la Lune à travers le vaisseau. Xavier s'exclamant « Oh mon Dieu, réveillez-vous mes X-Men ». Les X-Men répondent « Attaque Jean ». Elle et Scott finissent par être projetés à l'intérieur de la maison du gardien. Et nous avions précédemment établi que cette maison est remplie de gadgets et d'armes qui dépassent l'entendement des mortels. Jean et Scott ont leur scène d'adieu. Le gardien les observe dans l'ombre. Jean le sonde télépathiquement sans qu'il s'en rende compte, trouve l'arme adéquate, l'utilise pour se détruire, ou pour se manifester sur un autre plan d'existence, ou pour se déplacer sur un autre plan d'existence. Scott est dévasté, le gardien a son dialogue, The End. Donc, en fait, Claremont voulait détruire l'entité Phoenix, mais pas Jean Grey. Bizarrement, Byrne a raconté une histoire différente à Shooter, sans la maison du gardien, et en utilisant une arme des cris. Si on se base sur l'histoire des cris, cette arme leur a été donnée par les Skrulls. Il faut donc croire maintenant qu'une arme des Skrulls a pu détruire Dark Phoenix, ce qui est complètement ridicule. Mais le script a été approuvé par Shooter, qui s'est ensuite excusé auprès de Louise, croyant que Byrne lui avait présenté cette idée, et Claremont ayant été mis devant le fait accompli n'a pu que s'incliner. Et voilà, on s'arrête ici, avec la première partie de l'interview de Chris Claremont. Vous aurez bien évidemment noté tous les dessins qui n'ont pas été utilisés pour l'épisode 138. C'était la première fois qu'ils étaient publiés en si bonne qualité. Ils ont été depuis réimprimés plusieurs fois, et on les trouve un peu partout sur internet. Mais c'est dans ce magazine qu'ils ont été publiés pour la première fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore le fait qu'on ait les points de vue des différents auteurs, artistes, sur la mort de Thunderbird. Chacun donne son interprétation des faits. Je trouve ça super intéressant. Mais voilà, bon, je vous ai donné uniquement, je dirais, 2 ou 3 anecdotes par artiste. Il y en a des dizaines et des dizaines. Tout traduire m'aurait pris 6 mois. Et encore, je suis sûr que j'aurais oublié des trucs. Donc si vous êtes bilingue et si vous êtes fan des X-Men, je vous conseille vraiment de lire ces X-Men Compagnons. Ils sont très enrichissants. C'est ici que se termine cette vidéo sur le premier X-Men Compagnon. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo le contenu du deuxième X-Men Compagnon qui envoie de l'artillerie lourde, avec l'interview de John Byrne, l'interview de Terry Austin,
la suite et la fin de l'interview de Chris Claremont et une interview conjointe de Louise Jones et Chris Claremont. Si cette vidéo vous a intéressé, vous connaissez la musique, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, c'est Instagram, Twitter, Facebook. Merci de votre fidélité, bonne lecture et à très bientôt. Ciao ciao.